Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 16 solutions pour reprogrammer votre cerveau à devenir riche. On va voir aujourd'hui les biais cognitifs qui vont vous permettre de travailler votre façon de réfléchir pour influencer votre esprit, le reprogrammer afin de penser comme les personnes qui réussissent, les personnes qui deviennent riches. Les biais cognitifs, concrètement, c'est des choses, je vais d'ailleurs vous l'expliquer avec une métaphore, c'est des choses qui impactent vos décisions de façon consciente ou pas. Alors pour vous expliquer ce qu'est un biais cognitif afin que vous compreniez parfaitement de quoi on va parler dans cette vidéo, puisque nous allons voir ensemble plus de 16 biais cognitifs que j'ai répertoriés ici, qui sont pour moi les 16 les plus importants qui, si vous les suivez, si vous les comprenez, si vous les influencez, vont réellement vous aider à devenir riche. Mais avant ça, je voudrais que vous compreniez bien de quoi on parle quand on parle de biais cognitifs. C'est pour ça que j'ai voulu ici vous mettre une métaphore. Imaginez donc deux personnes. Ces deux personnes ont deux paires de lunettes colorées. Imaginez donc ces deux personnes debout devant un coucher de soleil. La première porte des lunettes avec un filtre bleu, c'est la personne de gauche, et la seconde porte des lunettes avec un filtre rouge, c'est la personne de droite. La première voit le ciel teinté de nuances bleu froid, presque triste, puisque forcément elle a des lunettes bleues sur les yeux, donc en fait ce qu'elle regarde, la manière dont elle voit le monde est teintée par la couleur bleue. Donc quand elle regarde le coucher de soleil finalement il est bleu et donc il est plutôt triste. Tandis que la seconde, elle, voit le coucher de soleil de teinte chaude, vibrante, évoquant la passion et l'énergie. Alors cet exemple-là, cette métaphore, j'ai demandé à ChatGPT de me la faire, c'est pour ça que c'est des termes assez marrants, mais vous avez compris l'idée. Elles regardent pourtant la même scène, mais leurs lunettes modifient ce qu'elles perçoivent. Si elles discutent de ce qu'elles voient, elles risquent de ne pas se comprendre. Donc la réalité est la même, on a une même scène qui est la même pour les deux personnes, mais comme il y en a une qui porte des lunettes rouges et l'autre qui porte des lunettes bleues, eh bien elles reçoivent cette scène d'une façon différente. Même si la scène est la même, comme ils regardent à travers un filtre différent, eh bien en fait leur compréhension de la situation n'est pas la même. La personne qui a les lunettes bleues pourra se dire par exemple que le coucher de soleil est triste et apaisant parce qu'il est plutôt bleu. Alors que la personne qui a les lunettes rouges, elle va dire triste, pas du tout, c'est plutôt éclatant et joyeux. Et donc en fait, la perception d'une même situation peut être interprétée d'une façon radicalement différente en fonction du filtre que vous avez vous-même dans votre esprit. Les biais cognitifs fonctionnent exactement comme ces lunettes. Chaque personne en porte et chaque paire a des filtres différents. Ces filtres dépendent de vos expériences passées, de vos croyances, de vos émotions et même de votre humeur. Ils influencent la manière dont vous interprétez la même situation. En tant qu'entrepreneur, si vous portez des lunettes de peur et d'échec, cela en fait va tout simplement vous montrer tous les risques liés à l'entrepreneuriat comme quelque chose d'insurmontable et vous risquez tout simplement d'être découragé. Alors qu'avec des lunettes plutôt d'excès de confiance dans l'autre spectre, mais opposé, eh bien vous pourriez par exemple vous surestimer et aller tête baissée dans des dangers. Donc en fait, c'est très important de comprendre que ça peut aller dans les deux sens. Vous pourriez avoir vraiment cette vision de vous dire l'entrepreneuriat c'est extrêmement risqué, je vais jamais me lancer, je vais jamais prendre de risques et je vais jamais devenir riche parce que c'est insurmontable, parce que je suis nul, etc. Ça dépend des filtres que vous allez avoir de votre propre vie, ou alors on va avoir aussi la personne opposée qui elle va se dire non, moi je suis le meilleur, je vais tout réussir, etc. Et en fait les deux sont pas bons. L'idée c'est de n'être dans aucun de ces deux extrêmes et de comprendre déjà qu'il y a des biais cognitifs qui nous impactent. Ces biais cognitifs sont comme des lunettes qui influencent notre perception de la réalité. Ils existent, je vais vous en présenter 16 dans cette vidéo. Et si vous les identifiez, si vous les comprenez, vous pouvez alors agir dessus et les modifier à votre façon pour pouvoir tout simplement penser comme une personne qui a tout pour devenir riche. Alors, peut-être que ça va vous permettre de mieux comprendre maintenant pourquoi on appelle ça un biais cognitif. J'ai voulu vous mettre l'étymologie pour que vous compreniez bien. Un biais, c'est dérivé du latin biasus, alors je ne sais pas si je le dis bien, oblique, tordu. Le sens premier, c'est une inclinaison, une déviation par rapport à une ligne droite. C'est ça un biais. J'ai un biais par rapport à une ligne droite, j'ai une déviation par rapport à une ligne droite. En psychologie, c'est ce qu'on va donc voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une manière déformée ou partielle d'interpréter la réalité. Donc c'est important de comprendre que la réalité n'est pas une réalité. Il y a plusieurs réalités puisqu'elles vont être altérées, déformées
par tout simplement les biais. Et le cognitif, ça vient donc de cognitio, qui signifie connaissance, voilà, ce qui concerne la pensée, la perception, la mémoire, les processus mentaux pour traiter l'information. Et donc un biais cognitif, c'est la manière que votre cerveau va interpréter une situation en fonction de sa perception, donc tout simplement de la déformation qu'il va faire de la réalité, issue de ce que vous avez vécu. Un biais, c'est donc une déviation systématique dans la façon dont nous percevons, mémorisons et analysons. Donc c'est très important de voir qu'il y a différents aspects. Il y a la perception, il y a la mémoire également et il y a l'analyse d'une information qui va ainsi nous éloigner de la façon objective de percevoir la réalité. Donc c'est ça un biais cognitif et c'est très intéressant de comprendre qu'on a des biais cognitifs et qu'une situation n'est pas une situation entre guillemets la même pour tout le monde. En fonction d'une même situation, d'un même problème, d'un même challenge, d'un même défi, deux personnes vont agir, penser, analyser de deux façons différentes. Et la question en fait c'est de se dire, les personnes qui sont riches font des actions, entament des réflexions et des analyses différemment que les personnes qui échouent. Et pourtant, la situation initiale est la même. Elles ont le même problème, elles ont le même challenge, mais en fait, elles agissent, elles réfléchissent, elles analysent la situation différemment. Et en fait, ces simples petites différences font une énorme différence en termes de richesse, puisque ça va être le sujet de cette vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment contrôler ces biais cognitifs, ce que les gens riches font, ce qu'ils ont compris des biais cognitifs pour les contrôler. Donc ce qui va être intéressant déjà, c'est de mettre des mots sur ces biais cognitifs, on va les identifier, je vais vous en donner 16, il y en a une infinité en plus, il y en a vraiment énormément, mais j'ai vraiment sélectionné 16 biais cognitifs ici, sur lesquels vous allez pouvoir agir, qui à très court terme et très rapidement peuvent avoir un gros impact dans vos résultats, que ce soit dans la perception des challenges que vous avez, dans l'effort que vous faites pour réussir, etc. On va donc voir comment agir sur ces biais pour les influencer en notre faveur. C'est le but. Alors, avant de vous présenter en fait tous ces biais que j'ai répertoriés ici sur une carte mentale qui va être beaucoup plus simple de vous expliquer et à chaque fois en fait on va voir le principe, un exemple et la solution. Donc pour tous ces biais-là, vous avez d'ailleurs le schéma ici. Avant qu'on aille en détail dans tous ces biais cognitifs, j'aimerais vous préciser que je les ai catégorisés en 4 catégories. Et ces 4 catégories vont permettre de comprendre sur quoi on va pouvoir impacter notre cerveau, notre manière de réfléchir. Premièrement, il y a les biais qui impactent le surplus d'informations. C'est-à-dire, c'est des biais qui affectent notre perception en filtrant les informations. Donc en gros, notre cerveau, quand il va être confronté à une situation où il y a trop d'infos, il y a vraiment beaucoup trop d'infos, on ne sait plus où donner de la tête, et bien en fait, il y a des biais qui vont rentrer en jeu, des filtres donc, qui vont affecter notre perception de la situation pour filtrer ces informations. Donc on a beaucoup d'informations qui arrivent, et là, en fait, inconsciemment, des biais vont se mettre en place pour filtrer les informations importantes et ne garder que celles qui nous concernent, que celles que notre cerveau a envie de garder en fonction de nos biais. Donc forcément, l'idée c'est de se dire, imaginez, vous avez, je ne sais pas, une formation en ligne, vous suivez une formation en ligne, il y a beaucoup d'informations dans cette formation. Pourquoi deux personnes, par exemple, vont entamer cette formation et ne vont pas nécessairement retenir les mêmes choses? Tout simplement parce que leurs biais ne vont pas filtrer de la même façon. Une personne va retenir une info, une autre plutôt une autre. Donc ça va être intéressant de comprendre comment notre cerveau va tout simplement filtrer ces informations pour pouvoir tout simplement influencer dessus et filtrer les informations à notre avantage. Ensuite, il y a des biais qui vont permettre de justifier un manque de sens. Donc par exemple, il y a une situation qui se passe et vous ne comprenez rien à la situation, vous êtes désemparé, vous êtes perdu. Et bien en fait, il y a des biais ici qui vont affecter notre perception de la situation pour la simplifier afin qu'on la comprenne. Donc c'est souvent c'est très souvent en fait des situations dans lesquelles on a du mal à comprendre et en fait on aura tendance à vouloir simplifier cette situation pour tout simplement la comprendre. Et vous allez voir que dans de nombreux cas, cette simplification en fait elle est plutôt mauvaise parce que en fait elle va être, on va dire qu'elle va pas être à votre avantage dans l'objectif de devenir riche. Ensuite, il y a tous les biais qui ont pour objectif de renforcer ce besoin qu'on a d'agir vite.
On va voir ce que j'entends par agir vite, mais c'est des billets qui vont nous pousser à agir rapidement ou à l'inverse, à ne rien faire. Et là, encore une fois, très important, on sait que pour réussir, pour devenir riche, à un moment donné, il faut passer à l'action parce que regarder des vidéos, être uniquement dans la théorie, etc., c'est bien. Mais vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, si peut-être vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à bosser, vous n'arrivez pas à vous mettre au travail, eh bien en fait, c'est tout simplement des billets que vous avez. C'est simplement des petits billets cognitifs qui sont présents aujourd'hui dans votre esprit qui vous empêchent de bosser. Et si vous arrivez à mettre la main dessus, vous pouvez les tourner à votre avantage et enfin vous mettre à bosser et agir. Enfin, il y a des billets qui vont influencer notre perception sur ce qu'on va retenir. Alors, j'en ai moins mis dans cette catégorie, ils sont ici, le quoi retenir, tout simplement parce que ils sont assez liés avec le fait de trop d'informations. Par définition, quand il y a trop d'informations, notre cerveau va filtrer les infos pour nous dire ce qu'on va retenir. Donc il y en aura moins, mais dans l'idée, c'est ce qui va influencer plutôt notre mémoire et notre apprentissage. Donc en gros, on a des billets, des situations qui vont influencer la façon dont on va retenir des choses. Vous savez, par exemple, un exemple tout simple, on a plus tendance à retenir des situations graves, des situations mauvaises, des situations négatives, plutôt que des situations positives. Les situations très mauvaises nous marquent profondément, beaucoup plus que les situations positives. Ça, c'est typiquement un billet, en l'occurrence. Et donc, en fait, notre mémoire, ce qu'on retient, ça va être influencé par nos billets. Et nos billets vont déterminer parmi une situation qui existe, donc une situation, par exemple un coucher de soleil, comme on le disait, eh bien, dans cette situation, qu'est-ce que je vais retenir? Est-ce que ce que je retiens, c'est la couleur? Est-ce que ce que je retiens, c'est le soleil lui-même, la situation, la chaleur, la température, les oiseaux qui sont dans le ciel? Bref, dans une situation, quels sont les billets qui impactent ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Et comment influencer dessus pour retenir les informations à notre avantage pour devenir riche? C'est donc ce qu'on va voir donc dans ces 4 catégories. Alors commençons par la première catégorie, le trop d'informations. Alors ici, le premier billet que je voulais vous partager, qui est probablement un billet que vous connaissez, c'est pour ça que je voulais commencer par celui-ci, c'est le billet de confirmation. Ça va vous permettre de bien comprendre ce que j'entends par un billet. Le billet de confirmation, alors le principe est très simple. On cherche uniquement des informations qui confirment nos croyances ou ignorent celles qui les contredisent. Alors le biais de confirmation, il est assez connu, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais le principe est très simple. Si vous êtes par exemple de droite en politique ou de gauche, eh bien vous avez tendance à écouter des personnes de droite ou des personnes de gauche. En fait, vous avez un avis, vous avez une position, vous avez des croyances et inconsciemment, vous allez aller vers les croyances qui vont dans votre sens. Par exemple, autre exemple, imaginons vous êtes un investisseur en bourse et vous avez envie que le marché monte. Parce que inconsciemment, si le marché monte, vous gagnez de l'argent et vous n'avez pas envie qu'il baisse. Donc, vous aurez de tendance inconsciente à filtrer les informations qu'on va vous donner, par exemple dans votre fil d'actualité, et n'écouter et ne porter attention qu'aux personnes qui vont aller dans votre sens, qu'aux personnes qui vont vous dire le marché va monter, le marché va monter. Et même si des gens sur Internet vont dire attention, il vaudrait peut-être mieux vendre, le marché va baisser, et bien en fait inconsciemment votre cerveau va supprimer ça, va filtrer l'information pour ne se concentrer que sur ce qui vous arrange, tout simplement. Alors ici je vous ai mis un autre problème. Donc j'ai mis à chaque fois des exemples pour des entrepreneurs, puisque cette chaîne s'adresse principalement à des entrepreneurs, mais vous pouvez trouver des exemples bien sûr dans tous les aspects de votre vie. Par exemple, vous croyez que votre produit est génial et vous ignorez les retours négatifs des clients. Imaginez à quel point ça peut avoir un impact négatif pour un entrepreneur que de se dire « Tiens, mon offre, elle est géniale, il n'y a pas de problème, etc. » Et en fait, du coup, vous ignorez les clients qui se plaignent, vous vous concentrez que sur le petit nombre de clients qui est satisfait et du coup, vous faites n'importe quoi avec votre business. Solution pour éviter ce biais de confirmation, parce que vous voyez qu'il peut être très négatif et qui peut avoir un mauvais impact sur vous. Cherchez toujours des avis contraires. Ayez un esprit en fait de contradiction et remettez-vous en question sur tous les sujets. Par exemple, moi, c'est un truc que j'ai essayé de faire systématiquement, c'est de me dire, ok, imaginons par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Je viens de déménager récemment dans une nouvelle maison à l'île Maurice. Et en fait, j'ai doublé mon loyer. Donc avant, j'avais un loyer d'un certain montant et j'ai simplement doublé ce loyer-là.
En fait, face à ça, j'aurais pu me dire, bon, ok, billet de confirmation, j'ai doublé mon loyer, bah, c'est une bonne chose parce que ça me permet de me motiver, je suis mieux en fait dans cet endroit-là, donc je vais pouvoir mettre plus d'énergie, gagner plus d'argent, ça va me motiver, etc. Billet de confirmation, je vais dans le sens de ma pensée. Sauf que moi, je préfère toujours me dire, ok, quels sont les avis contraires? Qu'est-ce qui, tout simplement, pourrait venir challenger mon hypothèse, challenger mon avis pour me faire penser différemment? Et là, j'ai commencé à me dire, ok, bon, c'est bien, certes, ça va me permettre d'être mieux, ça va me permettre de faire ça. Mais et si il se passait ci? Et si il se passait ça? Et si finalement, c'était pas le plus intéressant? Et en fait, je vais vraiment essayer de réfléchir comme ça. Et à chaque fois que je pense à quelque chose, je me remets toujours en question et j'essaye toujours de me dire, reprends l'exemple par exemple des investissements en bourse, oui j'ai envie que le marché monte, mais si le marché baissait, qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? C'est quelque chose qui peut arriver. Donc comment j'anticipe ça et comment je me prépare? Donc typiquement, c'est toujours important d'avoir un esprit contradictoire. On nous a appris, à tort selon moi, qu'un esprit de contradiction, c'est pas c'est plutôt un mauvais esprit. Par exemple, vous savez, quand on fait des débats, c'est tout le temps négatif de dire à quelqu'un, de toute façon, toi, faut toujours que tu me contredises. Il faut toujours que tu ailles à l'inverse de ce que je dis. Et en fait, moi, ça m'a toujours frustré parce que j'ai un esprit comme ça. Et c'est vrai que souvent, quand on a des débats avec des amis, en fait, c'est même pas parce que je pense différemment d'eux, c'est juste parce que j'aime être dans la contradiction. C'est-à-dire, j'aime toujours trouver le contre-exemple qui vient toujours annuler l'exemple initial. C'est un truc que j'adore faire en fait, je m'amuse à le faire. Par exemple, dans n'importe quel débat, on va dire, tout le monde va être sur un sujet, et ben, je vais apprécier venir challenger ce sujet en disant oui, mais imagine s'il y avait ça. Et en fait, c'est vrai que c'est mal perçu dans la vie de tous les jours d'avoir un esprit de contradiction. Je pense qu'au contraire, pour devenir riche, et parce que seul 1%, voire même moins de 1% des gens arrivent à devenir riches dans leur vie, eh bien en fait, l'esprit de contradiction, il est bon pour devenir riche. Et même si on vous a appris toute votre vie que ce n'était pas le cas, dites-vous bien que 99% des gens ne seront jamais riches dans leur vie. Ils ont probablement donc tout tort. Tous tort, pardon. Donc voilà, et un point que j'adore préciser, lorsque vous êtes certain, c'est déjà trop tard. Si vous êtes certain d'une situation donnée, c'est trop tard. Ça veut dire que vous venez de valider ce billet de confirmation. Vous venez d'arrêter la contradiction. On n'est jamais certain de rien. Moins vous serez certain, entre guillemets, plus vous aurez un esprit de contradiction, plus vous serez ouvert et vous pourrez vous préparer. Deuxième biais, l'effet d'illusion et de fréquence. Je suis toujours dans la catégorie trop d'informations. L'effet d'illusion de fréquence. Le principe, une fois que vous portez votre attention sur quelque chose, vous commencez à le voir partout, ce qui vous donne l'impression qu'il est omniprésent. Donc ça, c'est quelque chose, tout de suite, on peut le comprendre. Moi, je me souviens quand j'étais petit, par exemple, quand on avait beaucoup de routes en voiture, eh bien en fait j'adorais jouer à un jeu, donc c'était bien sûr avant l'époque des tablettes, des téléphones, etc. On n'avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'écran à l'arrière des voitures, enfin bref. Et en fait pour m'occuper, quand on faisait des longs trajets pour aller en vacances dans le sud par exemple, eh bien en fait j'adorais jouer à ce jeu, vous savez, de dire ok, on compte les voitures bleues, on compte les voitures rouges. Et en fait on regarde ça et on commence à porter attention à la couleur des voitures. Et c'est là qu'on commence à voir des voitures rouges de partout. Ou alors des voitures bleues. J'adorais aussi me concentrer sur un aspect spécifique des voitures. Je me disais, ok, tiens, j'avais jamais vraiment porté attention aux plaques d'immatriculation. Et là, je commence à regarder les plaques d'immatriculation des voitures et je finis par ne voir plus que ça. Je finis par voir une énorme plaque en plein milieu de la voiture et je me dis, mais ce truc est quand même vraiment moche sur une voiture. Bref, en fait, là où avant, quand vous regardez une voiture, vous dites, ah oui, c'est vrai, une voiture, c'est magnifique. Et puis après, vous vous concentrez uniquement sur la plaque d'immatriculation et vous voyez ce truc moche sur la voiture. Et en fait, en vous concentrant dessus, vous ne finissez par ne voir plus que ça. Eh bien ça peut avoir de très mauvaises répercussions dans votre activité pour vous enrichir. Par exemple, vous venez de découvrir une niche et vous avez l'impression qu'elle est saturée simplement parce que vous remarquez soudainement des concurrents partout. Il n'y a pas plus de concurrents maintenant que vous vous intéressez au sujet qu'avant. C'est juste que maintenant que vous vous y intéressez, vous en voyez partout, vous avez l'impression d'être dans un marché saturé. C'est juste un filtre que vous venez de mettre qui est issu du fait que vous avez une illusion de fréquence.
La solution, basez-vous sur les chiffres. Rationnel vs émotionnel. Alors ça d'ailleurs c'est un truc qui va revenir très souvent. On se rend compte que les biais finalement c'est que de l'émotion. Ce qui impacte notre perception de la réalité, il y a énormément d'émotions, il y a très très peu de rationnel là-dedans. Et plus tôt vous arriverez à avoir un esprit contradictoire, comme on l'a dit tout à l'heure, plus tôt vous arriverez à avoir un esprit rationnel, logique, plus tôt vous arriverez à prendre de bonnes décisions, des décisions donc rationnelles qui sont à l'opposé des décisions émotionnelles, et plus ces décisions seront bonnes et vous permettront de devenir riche. En fait, si vous comprenez bien quelque chose, finalement, les biais ne sont que des choses qui vont influencer nos prises de décision. Pour devenir riche, tout ce qu'on fait, c'est prendre des décisions toute la journée. Je prends la décision de boire un verre d'eau ou pas. Je prends la décision de travailler ou pas. Je prends la décision de regarder une vidéo ou pas. Je prends la décision d'arrêter la vidéo. Je prends la décision de l'accélérer. Je prends la décision… En fait, toutes les choses que vous faites dans votre journée sont des prises de décision, ainsi que des micro-prises de décision. Lorsque vous tapez sur un clavier avec vos doigts, votre cerveau envoie une décision à votre index, par exemple, pour taper sur une touche. Chaque décision, chaque action que vous faites, chaque réflexion, c'est une décision que votre cerveau envoie à votre corps, à votre esprit pour agir. Et plus on va enlever l'émotionnel de ces décisions et prendre des décisions rationnelles, plus en fait on va prendre de bonnes décisions. Et encore une fois, tous les conseils que je vous donne ne sont appliqués dans la réalité que par 1% de la population, puisque seulement 1%, voire moins, arrivent à devenir riches dans leur vie. Donc n'essayez pas de trouver des exemples de ce que je vous explique dans la vie de tous les jours ou chez vos amis ou dans de la famille proche, parce qu'il y a de fortes chances que la plupart des gens ne suivent pas les bons conseils pour devenir riches. Je ne dis pas qu'ils ne suivent pas de bons conseils tout court, parce que si ça se trouve, ils n'en ont rien à faire de devenir riches. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de vous enrichir, il faut arriver à prendre des décisions rationnelles et sortir le plus possible de l'émotionnel. Donc ici, l'illusion de fréquence, attention, parce que ça peut vous donner la sensation que vous êtes dans un marché saturé. Ça peut vous donner la sensation tout simplement que la chose sur laquelle vous vous concentrez est omniprésente et donc ça vous fait prendre de mauvaises décisions. Donc basez-vous toujours sur les chiffres, soyez rationnel, factuel et sortez de l'émotionnel. Autre biais issu du trop d'informations, l'excès de confiance. Principe. Alors, vous allez voir d'ailleurs qu'il y a différents biais qui peuvent rentrer dans plusieurs catégories. Bien souvent d'ailleurs, les biais cognitifs peuvent être dans au moins 2 catégories et vous allez voir que parfois, il y a des ressemblances. On va venir les connecter un petit peu entre eux. J'ai essayé au maximum de sélectionner des biais qui étaient différents les uns des autres pour éviter de faire des doublons, mais parfois ça pourra arriver. Le principe d'excès de confiance. On surestime ses propres compétences, ses connaissances ou ses capacités à réussir et on sous-estime ainsi les obstacles et les risques. Donc l'excès de confiance, on sait à quel point c'est quelque chose qui est mauvais. Moi par exemple, je me rappelle très bien de la première fois où en fait j'ai compris l'excès de confiance, c'est la première fois en fait où j'ai commencé à faire de la moto. À la base, j'étais motard et vous savez, quand vous avez une courbe d'apprentissage, au début, vous avez très peur, notamment de la moto. S'il y a des motards ou si vous avez appris un nouveau sport, par exemple extrême, un sport extrême qui fait peur, au début, on a peur. Et quand on a peur, en fait, on prend énormément de précautions. C'est-à-dire qu'on va faire attention à tout, on va surtout pas trop accélérer, etc. En moto, par exemple, si on fait un sport extrême comme, par exemple, je ne sais pas, le saut en parachute, on va vérifier que tout est bien attaché, qu'il n'y a aucun problème, etc. Donc, quand on débute dans un domaine, on a peur, on est anxieux et donc on vérifie tous les paramètres possibles. Et en fait, ce qui se passe après, c'est qu'on commence à devenir confiant dans ce domaine-là. On commence à prendre la confiance et comme par hasard, c'est quand on commence à prendre la confiance que l'on arrête d'être vigilant et que l'accident arrive. L'accident… en l'occurrence, c'est souvent des personnes, alors pas tout le temps bien sûr, mais c'est souvent quand vous avez déjà un peu d'expérience, que vous commencez à avoir confiance en vous, que l'accident se produit. En l'occurrence, dans le cas des motards, l'accident, là où il y a le plus gros nombre d'accidents par année, en fait, c'est au début de l'été. Au début de l'été et juste à la sortie de l'hiver.
Pourquoi? Parce que les motards en fait qui roulent principalement en été ont arrêté de rouler avec leur moto en hiver. Elle était au garage et elle était en train de dormir. Et puis les beaux jours commencent à arriver en avril-mai, il commence à faire beau. Juste à la sortie de l'hiver, on est au printemps et les motards reprennent leur moto. Ça fait 2 ou 3 mois qu'ils n'ont pas roulé et d'un coup ils prennent leur moto. Ils n'ont plus les réflexes qu'ils avaient avant parce que ça fait 2 ou 3 mois qu'ils ont perdu les réflexes, mais la confiance, elle, reste élevée. C'est là que l'accident se produit. Donc l'excès de confiance peut être très mauvais parce que il vous fait prendre des risques. En fait, c'est un billet qui vous dit tu es bon, t'es le meilleur, etc. C'est bon, tu peux le faire. Mais en fait, il oublie de rester vigilant à toutes les situations. Donc par exemple, vous lancez un business en pensant réussir sans l'aide de personne, par exemple une formation et un accompagnement. Et combien de fois j'ai vu ça? Combien de fois j'ai vu ça? Je prends cet exemple parce que c'est un exemple que je connais très bien, je suis dans le domaine de la formation. Mais combien de fois des personnes pensent pouvoir lancer un business et réussir sans l'aide de personne, par excès de confiance, en pensant qu'ils vont pouvoir lancer une activité et devenir riches, entre guillemets, tout seuls dans leur coin, sans demander l'aide à qui que ce soit. C'est de l'excès de confiance et cet excès de confiance dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, va arriver au fait qu'ils n'auront tout simplement pas de résultat. Ils n'y arriveront pas. C'est tout simplement impossible parce qu'il y a tellement de choses que vous ne savez pas, que vous ne savez pas. Et c'est la solution que je voulais vous proposer. Mettez votre ego de côté et réalisez que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est peut-être la phrase la plus importante de cette vidéo. Si vous arrivez ne serait-ce qu'à retenir en fait une seule des 16 solutions que je vous propose dans cette vidéo, vous allez déjà faire un pas énorme vers le succès, vers le fait de devenir plus riche, d'avoir un business prospère, etc. Mais retenez ça, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas connaître quelque chose dont vous n'avez pas la connaissance qu'il existe. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas puisque vous ne le savez pas. Et en fait, quand vous commencez à réaliser ça, quand vous intégrez ça, et j'insiste vraiment sur le fait d'intégrer ça, c'est-à-dire que comme vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas, vous êtes un éternel apprenti. Ça veut dire que dans votre approche de toutes les situations de la vie, vous réalisez que vous avez des choses à apprendre. Tout le temps. Même quand une personne semble être 10 ans avant vous, par exemple, vous êtes un peu plus âgé, vous avez la quarantaine et vous voyez un jeuneau de 20 ans. Eh bien en fait, si de base, vous pensez tout savoir, c'est terminé en fait. Excès de confiance, vous apprenez plus rien, vous pensez que vous êtes le meilleur, etc. Et vous stagnez dans votre vie. À partir du moment où vous comprenez que même, en fait, qu'il y a des choses que vous ne savez pas, même un jeune peut vous apprendre des choses. Même quelqu'un qui a eu juste un autre parcours de vie pourra vous apprendre des choses. Et dans n'importe quelle situation, vous allez apprendre des choses parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et donc, moi, je le vois. Combien de fois les personnes qui rejoignent mon accompagnement, c'est le truc que je peux connaître le plus puisque c'est mon activité au principal, et en fait quand ils découvrent toutes les informations, ils n'auraient jamais pu imaginer que le business en ligne comprenait tous ces éléments-là parce qu'ils ne le savaient pas. Et donc comme vous ne le savez pas, vous ne pouvez même pas l'imaginer tout simplement. Et donc en fait c'est en prenant conscience de ça et en se disant je sais que je ne sais pas, donc je demande. Je sais que je ne sais pas, donc je reste humble. C'est en étant comme ça au plus profond de vous que vous allez pouvoir évoluer, vous remettre en question constamment et continuer d'apprendre. Ensuite, on a le biais de l'attention. Le principe est simple. On accorde plus d'importance aux informations qui captent notre attention. Ça, c'est extrêmement important. Regardez par exemple sur les réseaux sociaux. Regardez comment fonctionnent les réseaux sociaux. Pourquoi en fait les personnes qui parlent d'argent, qui montrent des belles voitures, etc. Pourquoi en fait on retient plus ça que des conseils très pragmatiques, business, etc. Eh bien tout simplement parce qu'on apporte plus d'importance par exemple aux belles voitures qu'à des conseils business. Et ces informations-là captent plus notre attention. Je vais vous donner un exemple ici du problème que ça pourrait causer. Un entrepreneur passe trop de temps à perfectionner son logo et son branding alors qu'il a besoin de clients. On se tient occupé pour avoir la sensation de travailler. Et en fait, ça c'est tellement vrai. C'est-à-dire que des personnes en fait se disent, donc c'est bien sûr du perfectionnisme, même si on va revenir dessus d'ailleurs, le perfectionnisme dans un autre billet dans cette vidéo, on y reviendra. Mais en fait,
c'est pas parce que vous estimez qu'une chose est importante qu'elle l'est. Et ça, c'est un vrai point essentiel. Combien de fois, par exemple, dans les personnes que j'ai accompagnées, ils venaient vers moi et ils nous posent des questions tous les jours sur leur business, etc. Et en fait, dans leur esprit, pour eux, c'est important d'avoir un beau logo. Pour eux, c'est important d'avoir un beau branding. C'est important d'avoir un beau design. Ou d'autres choses sont importantes, comme par exemple la qualité d'une vidéo. C'est des choses importantes pour eux. Et comme c'est important pour eux, même si c'est inutile, même si je leur dis clairement, on n'en a pas besoin. Ça ne sert absolument à rien. Comme ils pensent que c'est important, ils le font quand même et ils perdent leur temps. Et ils travaillent sur des choses qui ne sont pas utiles. Donc, c'est très important que vous compreniez qu'il y a des choses que vous pensez importantes qui ne le sont pas, et il y a des choses qui sont importantes pour atteindre un objectif donné, par exemple. Comment on sait qu'une chose est importante? C'est parce que c'est prouvé que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui a eu des résultats avant vous, qui a fait des essais, qui a testé 10 choses, par exemple. Dans ces 10 choses, il s'est rendu compte qu'en effet, pour obtenir un résultat, eh bien, il y en avait une qui était importante et que les 9 autres ne l'étaient pas. Pour reprendre l'exemple que je vous disais, demain, vous voulez développer un business en ligne. Le logo, on n'en a rien à faire, ça ne sert à rien. Demain, vous voulez développer un business en ligne, un site internet, inutile. Demain, vous voulez développer un business en ligne, vous n'avez pas besoin d'un beau design. Allez voir mes tunnels de vente, c'est du texte noir sur un fond blanc. Ça ne sert à rien. Et si vous restez obstiné dans le fait, dans cette idée-là où vous dites « je pense que pour moi c'est important, donc je passe du temps dessus », vous perdez votre temps. Et donc c'est important parfois la solution, faire le strict nécessaire, ni plus ni moins que ce qui est nécessaire pour obtenir son résultat. Oubliez le perfectionnisme. Je vous donne un autre exemple. J'ai vu beaucoup de personnes, parce que là, on peut vite aller dans l'auto-sabotage, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en fait, on s'auto-sabote en étant beaucoup trop perfectionniste, en mettant beaucoup trop d'attention, puisque c'est le biais d'attention, sur des choses qui ne sont pas utiles. Et finalement, on se décourage de lancer un projet. Je vous donne un exemple très simple. J'accompagne aujourd'hui beaucoup de personnes à développer une formation en ligne. Et beaucoup de personnes, en fait, mettent énormément d'importance, si vous saviez, à la qualité de la vidéo de la formation, plus qu'à l'information elle-même. C'est-à-dire qu'ils vont mettre plus d'importance à avoir une belle image, avoir une belle qualité, une belle caméra, une belle qualité audio, etc. Avec, vous savez, des belles slides, des beaux documents ressources, etc. Ils vont passer des heures et des heures et des heures à faire quelque chose qui est beau dans la forme, alors que ce qui est important, c'est le fond. Et là où certaines personnes pourraient passer 80% de leur énergie dans la forme, ils devraient en réalité passer 80% de leur énergie dans le fond avec une forme minimum viable, c'est-à-dire une forme minimum. Regardez cette vidéo par exemple. Est-ce que vous trouvez que la forme est particulièrement exceptionnelle? Non. Derrière moi, il y a un fond blanc. Certes, la caméra est de bonne qualité, mais c'est parce que c'est ma caméra. J'aurais pas acheté. Je pourrais très bien faire cette vidéo avec un iPhone que ça changerait rien. C'est juste parce que j'ai une caméra dans mon bureau. Certes, le son est bon, mais je pourrais prendre un micro bien inférieur en qualité. Ça changerait pas grand-chose. Et regardez ça. Le schéma, ok, il est bien fait, il est organisé, il y a des belles couleurs, etc. Mais il reste simple. Je me suis par contre concentré sur l'essentiel. Comment je vous importe l'information que vous voulez vraiment, la valeur, le fond. Donc, faites ce qui est nécessaire. Mettez votre attention là où c'est utile pour atteindre votre objectif. Ensuite, on a l'effet de disponibilité. Le principe est assez simple. On base nos décisions sur les informations les plus faciles à se rappeler et à comprendre. Vous voyez que cet effet-là, j'aurais pu très bien le mettre aussi dans le quoi retenir. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des billets qui, en fonction, pourraient rentrer dans différentes catégories. L'effet de disponibilité. On base nos décisions sur les informations les plus faciles à se rappeler et à comprendre plutôt que sur les données objectives et complètes. Là encore, n'oubliez pas, on est dans l'émotionnel. Je vais retenir des informations qui me paraissent plus faciles à comprendre au lieu de retenir les informations qui, de façon objective, sont les plus complètes. Je m'explique. Un entrepreneur refuse d'investir dans la publicité parce qu'il se souvient d'un cas où une campagne a échoué, sans analyser les résultats globaux du marché. C'est tellement ça. En gros,
Je vous donne un exemple très simple qu'on vit avec les personnes qu'on accompagne. On aide des entrepreneurs qui donc vendent des formations, du coaching, du consulting, à faire de la publicité en ligne. Et vous savez, quand on fait de la publicité en ligne, on va avoir tout un tas de résultats. On va avoir des taux de clics, on va avoir des nombres de prospects, on va avoir des nombres d'appels. Donc, on peut vraiment avoir une infinité en fait, de chiffres divers et variés. Et face à ces chiffres, on a toujours deux réactions. Il y a ceux qui regardent les chiffres complètement inutiles, qui sont absolument inutiles, qui ne servent à rien. On leur dit « ne regarde pas ça, c'est inutile, regarde que ça ». Donc là, c'est plutôt le biais de l'attention. Et en fait, on a aussi l'inverse. Les personnes qui vont beaucoup trop dans la simplicité et qui prennent des décisions beaucoup trop rapides sans prendre la vision d'ensemble. Par exemple, ils vont dépenser de l'argent en pub. Par exemple, ils vont dépenser 50 €. Et pour ces 50 €, ils vont avoir un rendez-vous, par exemple. Et bien en fait, dans leur tête, c'est 50 €, un rendez-vous. Tout simplement. Et en fait, ça, c'est une mauvaise interprétation parce que entre la dépense 50 € et le rendez-vous, il s'est passé plein de choses. Qu'est-ce qui explique que ce rendez-vous a coûté 50 €? Pourquoi il a coûté 50 €? Il y a plein de questions à se poser. Combien de prospects on a obtenus? Ces prospects-là, d'où ils viennent, etc. Et donc, en fait, on aura tendance à, de manière générale, aller chercher l'information qu'on a le plus de facilité à comprendre plutôt que de prendre le temps d'apprendre, de comprendre de nouvelles choses pour aller chercher l'information qui est la plus vraie et la plus complète. La solution, toujours la même, sortir de l'émotionnel et devenir pragmatique. Cherchez toujours à comprendre la vision d'ensemble. Allez essayer de comprendre, à chercher le détail des informations et vraiment enlever le rationnel, enlever l'émotionnel et devenir le plus possible rationnel. Passons à présent aux biais liés au manque de sens. Le premier, je l'adore, on l'a un petit peu vu avant, l'effet d'halo. Vous êtes influencé par les gros chiffres, le brillant, de manière générale. Donc en gros, ça veut dire quoi? Donc c'est un petit peu comme, vous savez ce qu'on a vu ici, au niveau de l'attention. On accorde plus d'importance aux informations qui captent notre attention. Et en fait, ici, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on va être plus influencé par les gros chiffres et tout ce qui va être un petit peu plus brillant, tout ce qui va être un petit peu plus, on va dire, qui sort du lot, tout ce qui est plus marquant, tout ce qui est plus clinquant de manière générale. Je vous donne un exemple ici, le nombre d'abonnés de quelqu'un. Vous allez de manière générale être plus influencé par la parole de quelqu'un s'il a plus d'abonnés. On va être plus influencé par ce que dit une personne en fonction de son CV. Donc plus en fait une personne est influente, a des choses à montrer, de l'expérience, des retours, plus en fait on va être impressionné par cette personne, plus on va valoriser ce qu'elle dit. Un exemple de problème, vous pensez qu'un concurrent est plus légitime que vous car il a plus d'abonnés. Et ça, c'est quelque chose qui ressort tellement souvent. Des gens qui me disent « Oui, mais Rémi, comment je pourrais, moi, prétendre avoir des clients dans mon domaine alors qu'un concurrent à moi a plus d'abonnés, a plus de clients, a plus d'expérience, a plus d'années, est là depuis plus longtemps, etc. » Et donc forcément, en fait, cet effet d'halo va vous influencer et vous dire « Puisqu'il est là depuis plus longtemps, puisqu'il a plus d'expérience, il est plus légitime. » N'oubliez pas, c'est un filtre de la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est ce que vous pensez. Solution, arrêtez de traîner sur les réseaux, tout simplement. Réfléchissez par vous-même. Allez chercher l'information dans un seul et même endroit. Qu'est-ce que j'entends par un seul et même endroit? Premièrement, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, sur le fait d'arrêter de traîner sur les réseaux. Elle est sur ma chaîne. C'est une vidéo qui parle de l'influence que les réseaux peuvent avoir en fait tout simplement sur nous parce que chaque information que vous allez recevoir va créer cet effet d'halo qui va vous influencer et vous allez avoir tendance à écouter un petit peu tout le monde, à avoir plein d'informations, etc. Allez chercher l'information dans un seul et même endroit. Identifiez une personne que vous souhaitez écouter, une personne par exemple qui vous inspire et refusez-vous d'aller écouter les autres. Parce qu'en fait, comme c'est un filtre, si vous allez essayer de chercher l'information, c'est-à-dire que l'effet d'halo, on peut très facilement le relier au biais de confirmation. Vous allez tout simplement vous dire « Ok, cette personne-là, elle a beaucoup d'abonnés.
comme elle a beaucoup d'abonnés, c'est un concurrent plus sérieux. Comme il est plus sérieux, mes futurs clients iront chez lui et pas chez moi. Ou alors, je dois fixer des prix moins chers par rapport à lui. Maintenant que vous vous êtes dit ça, maintenant que vous pensez ça, qu'est-ce que vous allez faire avec votre billet de confirmation? Vous allez aller chercher toutes les informations qui confirment ça. Tout ce que vous allez pouvoir prouver qui confirme que, en effet, votre concurrent est meilleur que vous allez aller les chercher. Et vous voyez que l'effet d'halo plus l'effet de confirmation, le billet de confirmation, ça détruit toute énergie de lancer n'importe quelle entreprise dans l'œuf, avant même d'avoir démarré. D'une part, vous dites oh, les concurrents, ils sont bien trop loin. D'autre part, vous faites que chercher des informations qui confirment que vous pensez ça. Terminé. Pourquoi même se lancer dans l'entrepreneuriat si on commence comme ça? Donc, arrêtez de traîner sur les réseaux. Restez focus sur votre projet. C'est juste un biais. Si demain, vous vous dites mon marché est énorme, il y a du potentiel, vous allez tout simplement vous mettre dans des bonnes conditions pour bosser. Et vous savez, les personnes qui réussissent, le point commun que j'ai pu trouver chez les personnes qui réussissent, c'est qu'ils voient l'abondance. Là où les personnes qui échouent voient la rareté. En fait, quand vous transformez votre mindset, votre esprit et que vous vous mettez à voir de l'abondance partout, il y a des clients pour tout le monde, il y a de l'argent en quantité, l'argent, il y en a partout. En fait, quand vous commencez à réfléchir comme quelqu'un qui voit l'abondance plutôt que la rareté, qui voit la coopération plutôt que la concurrence, en fait, vous commencez à chercher et là, c'est là que vous pouvez utiliser votre billet de confirmation à votre avantage. Vous allez tout simplement venir confirmer ça. Vous allez venir chercher des informations qui confirment que le marché est abondant, que le marché est exponentiel, qu'il y a des clients, qu'il y a de l'argent. Et là, oui, le billet de confirmation, vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour vous convaincre de ça. Donc ça, c'était l'effet d'halo. Ensuite, on a l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, il est très simple. Les attentes que l'on a envers une personne influencent ses performances de manière positive ou négative. Donc là, imaginez, ça peut être le cas avec un collaborateur, ça peut être quelqu'un dans votre couple, ça peut être aussi des clients, et c'est d'ailleurs l'exemple que j'ai voulu vous donner. Vous croyez tellement en votre offre et en vos clients que vous les poussez à réussir. Parfois, vous croyez plus en eux qu'eux-mêmes. Mais cela fonctionne aussi dans les deux sens. Si vous pensez que votre offre elle est pourrie, qu'elle n'est pas assez aboutie, vous allez moins croire dans la réussite de vos clients et donc vos clients réussiront moins. Ça, c'est important parce que c'est un truc dont personne ne parle. En fait, pourquoi c'est important de faire une bonne offre dans laquelle vous avez confiance, dans laquelle vous savez que vos clients réussissent? C'est en partie à cause de cet effet Pygmalion. Comme vous êtes persuadé que votre offre est géniale, vous allez tout faire pour les faire réussir. Aujourd'hui, par exemple, nous, ça arrive très souvent, très souvent, et je pense que beaucoup de personnes dans mon programme pourra en témoigner, beaucoup de personnes croient moins en eux-mêmes que nous croyons en eux. S'ils nous demandent leur avis, s'ils ont des chances de réussir, s'ils vont dans la bonne direction, etc., ils savent qu'on va leur dire oui, ils savent qu'on sera en mesure de les motiver, de les pousser, etc. Parce qu'on sait qu'en fait, parce qu'on l'a vu chez plein d'autres personnes avant eux, parce qu'on le fait nous-mêmes, en fait, on sait ce que les gens doivent faire pour réussir. On sait en fait que s'ils font ce qu'on leur demande de faire, ils vont réussir. Et on est tellement convaincus de ça que les gens le ressentent en fait. Les gens le voient bien qu'on est à fond, qu'on croit en eux et qu'on est confiant dans le fait qu'ils vont réussir. Et comme en fait ils le ressentent ça, ils se mettent à croire plus en eux-mêmes et ils finissent par réussir. Donc les attentes que l'on a envers une personne influencent ses performances. C'est très important si vous êtes dans mon business, par exemple, dans mon domaine, et que vous avez envie de faire réussir vos clients, ce qui devrait être d'ailleurs le cas, puisque vos résultats dépendent des résultats de vos clients. Et bien dans ce cas-là, vous devez tout faire pour influencer leur performance de façon positive. Parce que ça aura aussi un impact du côté négatif. Si vous ne croyez pas en votre offre, si vous ne croyez pas assez en votre offre, dans ce cas-là, vous allez le faire ressentir et les personnes en face ne réussiront pas. Donc c'est très important. Alors bien sûr, l'idée, qu'est-ce qu'on fait pour croire plus en son offre? Eh bien en fait, il faut faire une offre exceptionnelle. Il faut simplement faire une offre dans laquelle on a confiance, dans laquelle on se dit mais oui, c'est sûr que ça marchera. Et tout faire pour les aider.
Par exemple, une offre, quand je dis une offre, c'est pas juste une méthode, c'est pas juste des vidéos. Dans mon cas, par exemple, dans le cas des formations en ligne, coaching, consulting, c'est pas juste des vidéos ou des étapes. Une offre, c'est un accompagnement, des coachings, des validations, étape par étape. Par exemple, je vous donne un exemple très simple dans ce que je connais dans mon business. Comment je sais qu'une personne peut réussir si elle suit exactement ce qu'on fait avec mon offre? Tout simplement parce que, elle suit une méthode que j'applique moi-même dans mon business et qui marche pour moi. 2, je sais maintenant avec le recul, mais on va le mettre entre parenthèses parce que je vais partir du principe que vous n'avez pas cette chance pour l'instant. 2, j'ai des clients qui ont réussi, donc ça prouve que ça marche. Je le mets entre parenthèses parce qu'on va partir du principe que vous n'en avez pas encore. 3, je valide tout ce que la personne fait dans son business. C'est-à-dire que je ne vais pas lui dire « tiens, suis la méthode et démerde-toi ». Non, tu suis la méthode et tu me fais valider chaque étape de ton business, chaque étape. Et si une étape n'est pas valide, je n'hésiterai pas à te le dire et tu la refais. Donc, comme je valide moi-même chaque étape, je sais que la personne ne peut que bien faire. Enfin, 4, je mets en place des coachings pour répondre à toutes ces questions. Et en fait, avec cet environnement-là, une personne ne peut que réussir. Et comme je sais qu'elle ne peut que réussir, j'ai confiance en ma capacité à l'aider, donc cette personne réussira. On a l'effet de regroupement. Alors ça, c'est très intéressant. On cherche des connexions qui n'existent pas réellement entre plusieurs événements successifs. Ça, vous allez l'avoir pour devenir riche en l'occurrence et dans tous les domaines de votre vie. Vous recherchez des connexions qui n'existent pas réellement entre plusieurs événements successifs. Je vous donne un exemple. 3 clients refusent votre offre à la suite, vous en concluez que vos produits ne fonctionnent pas. C'est tellement ça. En fait, ce biais, il est plutôt lié à la pensée court terme. Vous avez l'impression que voilà, les quelques derniers clients que vous avez eus n'ont pas été d'accord, vous avez eu des gens qui se plaignent, etc. Donc en fait, un événement court terme qui s'est produit plusieurs fois, dans votre esprit, vous le traduisez comme une globalité, une généralité, une vérité, une réalité en soi. Eh bien en fait, la solution que j'ai pour vous, c'est le succès prend du temps. Vous devez relativiser et comprendre que tout est un cycle. Comprendre que tout est un cycle, c'est la clé de tout. Tout est un cycle. Tout est un cycle. Je vais même le mettre en gras. Tout est cyclique. Les saisons, par exemple l'été, hiver, etc. La vie, on naît, on grandit, on meurt. Le marché, ne pensez pas que aujourd'hui, parce qu'on a Internet, comme on l'a aujourd'hui, on est dans une période relativement de paix, on va dire plutôt en Occident, on est dans une période plutôt de paix, etc. C'est pas parce que c'est le cas aujourd'hui que ça a toujours été le cas. Tout est cyclique. Tout est cyclique. Absolument tout. Cela veut dire que les bonnes choses sont cycliques et les mauvaises choses également. Ça veut dire 2 choses. Sachant que les choses négatives sont cycliques, je sais qu'une mauvaise période n'est jamais une fin en soi. Ça veut dire que je pourrai toujours sortir d'une mauvaise période parce que c'est un cycle, c'est une saison. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui peut vous permettre de tenir et de relativiser lorsque vous avez des mauvaises nouvelles. 2, les périodes positives également sont cycliques. Ça veut dire qu'il ne faut pas partir la fleur au fusil en se disant « ça y est, c'est génial, j'ai réussi, ça y est, j'ai réussi, j'ai plié le game, c'est terminé, on est bon ». Non, ça aussi, c'est cyclique. Rien n'est fixe. Le rien n'est fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans votre vie, ici, rien ne va jamais de façon plate. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de l'apprentissage de l'anglais. En fait, on pourrait se dire, bah tiens, au début, je suis niveau 0, ici, j'y connais rien en anglais. Et petit à petit, je vais me former, je vais apprendre, etc. Je vais atteindre un certain niveau. Je vais devenir bilingue ici. Si, en fait, vous vous dites dans votre esprit, bah tiens, je suis débutant en anglais, j'apprends l'anglais pour devenir bilingue et quand je serai bilingue, je ne fais plus rien, je ne fais plus d'exercice et que vous pensez que votre niveau va rester stable, c'est complètement faux. Rien n'est fixe. Donc, soit votre niveau, si vous arrêtez l'anglais, va continuer de baisser, soit il va continuer de monter. Et vous savez, c'est aussi vrai dans la langue française. Même si c'est votre langue maternelle,
Vous continuez de la pratiquer tous les jours et en la pratiquant, vous continuez de l'améliorer. En réalité, le simple fait de parler la langue fait que vous n'êtes jamais fixe en réalité. Vous continuez de l'apprendre. Combien de fois vous avez appris des mots? Même quand vous vieillissez, même si par exemple vous avez 60, 70 ans, 80 ans, vous continuez d'apprendre des mots. Ça veut dire que vous améliorez votre connaissance de la langue. Vous n'êtes jamais dans un cycle fixe. Donc rien n'est fixe. Ça veut dire deux choses. Comme rien n'est fixe, ça veut dire que soit vous montez, soit vous baissez dans un domaine. Toujours. Soit vous montez, soit vous baissez. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de stabilité. C'est soit vous montez, soit vous baissez. Donc maintenant, à vous de vous dire, dans le domaine qui vous intéresse, par exemple business en ligne, argent, investissement, etc., est-ce que vous êtes dans une phase ascendante ou dans une phase descendante? Parce que quoi qu'il arrive, même si ça paraît infime à court terme, vous n'êtes pas stable. Ça n'existe pas, la stabilité. Tout est cyclique, tout monte et descend. Il n'y a pas de stabilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez une situation négative, ce n'est pas une situation stable, ce n'est pas une fin en soi, c'est un cycle. Vous pouvez l'inverser. Car comme je le disais tout à l'heure, vous allez donc apprendre et il n'y aura pas de stabilité. Ça n'existe pas. Donc, on est d'accord sur ce point-là. Mais ce n'est pas parce que vous avez appris ici que vous allez continuer de monter. Vous allez pouvoir aussi baisser en compétences. Imaginons par exemple que quand vous étiez jeune, vous avez appris un sport ici, vous avez atteint un bon niveau dans le sport et vous avez arrêté ce sport-là. Eh bien, vous allez baisser en performance. Mais peut-être que quelques années après, vous allez vouloir reprendre ce sport. Eh bien ici, vous allez remonter. Peut-être même plus haut que ce que vous étiez avant, ici. Et en fait, tout fonctionne comme ça. Tout dans la vie fonctionne comme ça. Quand vous comprenez que tout fonctionne comme ça, vous savez que n'importe quelle période, ce n'est pas dramatique. Il ne faut pas dramatiser en fait les effets négatifs, tout comme il ne faut pas surpositiver les effets positifs. Il faut essayer d'être rationnel. Et vous comprenez que le principe de rationalité et de logique est hyper important en fait, parce qu'on retrouve de l'émotionnel dans tout. Le fait de dire « Ah, mince, mon business ne fonctionne pas parce que j'ai 3 clients qui m'ont dit non, c'est la fin du monde, etc. » C'est que de l'émotionnel. Il n'y a rien de rationnel là-dedans, parce que si on réfléchit d'un point de vue rationnel, on sait que c'est un cycle, on sait que ça baisse, donc ça va remonter, tout simplement. Donc c'est très important de vraiment tout rationaliser. Je sais que ce n'est pas facile de rationaliser. Je sais qu'on est des humains, on n'est pas des machines. Et donc par défaut, qu'on a des émotions. Mais dans l'idée, pour réussir, il faut essayer, dans son travail, d'être rationnel. Le biais de familiarité. Vous privilégiez ce que vous connaissez déjà, même si ce n'est pas la meilleure option. Alors ça, celui-là, franchement, je l'adore. Vous allez comprendre pourquoi. Vous n'innovez pas et vous êtes obstiné à faire une stratégie qui ne fonctionne pas simplement parce qu'elle vous parle plus que celle qui fonctionne. Donc en gros, vous avez des idées préconçues de ce que vous devez faire. Donc dans votre tête, c'est OK, pour réussir, je dois faire ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez être obstiné par une stratégie, même si elle ne fonctionne pas, simplement parce qu'elle vous parle plus. Vous avez dans l'idée de faire un truc, vous avez une idée précise de à quoi doit ressembler votre business, par exemple. Donc, dans votre tête, vous dites non, mon business doit être comme ça. Donc, je vais faire ça. Que ça marche ou pas, je m'en fous, je ferai ça. Et bah forcément, c'est la meilleure façon de vous planter. Combien de fois des personnes, nous, dans les personnes qu'on accompagne, viennent nous voir en disant non, en fait, je veux pas. Alors maintenant, on n'accepte plus ces personnes-là et on les exclut. Mais elles viennent nous dire en nous disant non, mais moi, je veux pas en fait que tu me dises quoi faire dans mon business. Je veux faire ça et que tu adaptes ta stratégie à ce que je veux faire. Bah, je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez réussir, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez faire ce qui marche et pas faire ce que vous avez envie de faire. Ici, je vous ai donné un exemple. Créer un site internet au lieu d'un tunnel de vente pour un business en ligne. Combien de personnes viennent me voir en me disant « Non, mais Rémi, toi, tu parles des tunnels de vente, etc. pour vendre des formations. » Mais moi, je veux faire un site. Comment on peut arriver à s'arranger pour que je fasse un site et que ta stratégie fonctionne un peu, etc. Non, il n'y a pas de site en fait. Tu ne fais pas de site. C'est pas parce que tu as envie de faire un site qu'on va faire un site. Ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois, réfléchissez-vous dans votre vie, combien de fois vous êtes quand même obstiné à faire un truc, même si on vous a dit que ça ne marcherait pas. On vous a dit que ça ne marcherait pas. Pourquoi vous l'avez quand même fait?
Eh bien, c'est exactement le biais de familiarité. Parce que dans votre tête, vous vous êtes dit, non, mais je suis familier avec ce truc-là. Pour moi, c'est la meilleure option parce que c'est ce que je connais le plus, parce que c'est ce qui me parle le plus. Par exemple, autre exemple, ne pas faire de webinar vidéo. Donc, un webinar dans ma stratégie, la stratégie que j'enseigne, c'est le fait de faire une vidéo très précise, hein, c'est quelque chose d'assez précis pour tout simplement générer des rendez-vous et vendre nos offres. Eh bien, il y a des personnes qui, encore aujourd'hui, me disent « Non, mais Rémi, tu comprends, en fait, j'ai vu que le webinar, c'était bien, mais c'est un gros projet. Faire un webinar, ça va demander du temps. C'est un truc qui est un peu complexe, même si entre nous, ce n'est pas le cas. Mais bref, voilà, un webinar, c'est assez compliqué à faire, etc. » La personne va dire ça. Et du coup, plutôt que de faire un webinar, je vais plutôt faire un autre truc. Je vais faire, je sais pas, un texte, je vais faire, je sais pas, un autre truc, quoi. Un autre truc. Eh ben, en fait, ça ne marchera pas. Si tu attends de ma part que je te dise, bah oui, vas-y, t'inquiète, fais l'autre truc là, pas ouf, qui marchera pas, et on verra bien ce que ça donne. Ben non, je te dirai jamais ça. Parce que si tu veux que ça marche, c'est ça que tu dois faire. Donc, la solution, c'est quoi? Résignez-vous et capitulez. Faites ça. Vous faites ça et vous ne vous posez pas d'autres questions. Alors bien sûr, il faut que la source de l'information soit bonne. C'est pour ça que je vous invite à bien vérifier que quand vous écoutez quelqu'un, cette personne sait de quoi elle parle. Faites attention aux personnes que vous écoutez. Mais si vous voyez que la personne, de façon… enfin, je veux dire, ça saute aux yeux qu'une personne, elle sait de quoi elle parle quand elle parle d'un sujet. On peut tout de suite voir en quelques secondes si une personne sait vraiment de quoi elle parle ou si elle découvre le sujet à peine, qu'elle n'a pas d'expérience, etc. Donc, si vous voyez que la personne sait de quoi elle parle et que cette personne a des résultats, qui plus est les résultats que vous avez envie d'avoir, arrêtez d'essayer de faire à votre façon, résignez-vous, capitulez et faites ce qui doit être fait. Qu'importe si vous êtes familier ou pas, vous allez apprendre. Ensuite, le biais d'autocomplaisance. Alors là, on a aussi un lien avec l'excès de confiance, en l'occurrence. Alors, l'autocomplaisance. Vous attribuez vos succès à vos compétences et vos efforts. Donc, vous attribuez vos succès à vos compétences et vos efforts, mais vous rejetez la faute des échecs sur les autres et la malchance. Bon là, est-ce que je suis vraiment obligé d'expliquer pourquoi ça vous empêche de réussir et pourquoi c'est le mindset le plus cassé qui existe de réfléchir comme ça? Sous-entendu, quand ça marche, vous êtes le meilleur et quand ça ne marche pas, c'est la faute des autres. Bon, bah, c'est la meilleure façon de se déresponsabiliser de tout. Et qu'est-ce qui se passe quand on se déresponsabilise de tout? On devient un vieux con. On devient un vieux con. Donc, exemple, lors d'un échec, vous cherchez un coupable plutôt que les solutions, car dans votre esprit, cela ne peut en aucun cas venir de vous. Par exemple, vous suivez une formation, vous n'appliquez pas les conseils, vous ne réussissez donc pas, vous échouez. Conclusion que vous allez faire, c'est la faute du formateur. Combien de personnes font ça? Combien de personnes font ça? Combien de personnes, et c'est d'ailleurs pour ça que le monde de la formation en ligne a, selon moi, on va dire qu'il y a beaucoup d'incompréhension de la part des personnes qui ne sont pas nécessairement dans ce business-là, qui est de dire que 100% du succès des clients dépend du formateur. Ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, en fait, la personne qui suit la formation ne servirait à rien, en fait. Ça veut dire que qu'importe les efforts qu'elle va faire, ça ne sert à rien. Mais comme on est des gens émotionnels, il y a des personnes qui ont des biais. Et ces biais-là, même si la formation elle est excellente, si la personne a un mindset cassé, elle a un filtre de la vie qui fait qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour réussir à cause de ses biais, elle aura beau suivre toutes les formations du monde, elle n'aura jamais de résultat. C'est impossible. C'est pour ça que, en tant que formateur, si vous êtes dans le domaine de la formation, vous avez la responsabilité de sélectionner les bons clients. Et je vous le dis, si vous ne sélectionnez pas les bons clients, en fait, vous allez accepter des personnes qui, de base, n'ont pas le mindset, qui n'ont pas l'état d'esprit. Et en fait, ces personnes-là, vous aurez beau vous acharner pour les faire réussir, ils n'y arriveront pas parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on filtre avec beaucoup d'attention les personnes qu'on accepte.
Parce que ceux qui n'ont pas l'état d'esprit, on ne les accepte pas. Et ceux qu'on a acceptés, on va en plus de ça renforcer leur état d'esprit en leur enseignant ce genre de choses pour qu'ils aient le bon mindset pour réussir. Donc ça veut dire que c'est aussi ma responsabilité que de leur expliquer qu'ils ont des biais, que leur vision de la réalité est faussée par leur filtre, par le filtre qu'ils ont de la réalité. Et si je leur explique ça, eh bien je sais que je pourrais renforcer leur état d'esprit et donc qu'ils deviendront de bons entrepreneurs. Donc voilà, mais vous voyez ce que je veux dire ici. Lors d'un échec, vous cherchez le coupable plutôt que les solutions. La solution, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, bien comme mal. Comme ça, vous êtes au contrôle de votre vie. En fait, si vous commencez à avoir cette croyance, la croyance que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est-à-dire, oui, vous pouvez vous accorder vos succès lorsque vous réussissez, c'est vrai. Mais ça veut dire que si vous échouez, vous vous accordez vos échecs. Ça veut dire que c'est de votre faute à vous. Et à 100% à vous. Ça veut dire que vous êtes au contrôle de votre vie. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui contrôle ce qui vous arrive. Personne. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être plus parlant. La politique, par exemple. Combien de personnes disent « Oui, mais tu vois, l'État, Macron, le gouvernement, le président, le machin a mis de nouvelles lois, donc du coup, j'ai pas le choix. » Non, non. Tu as le choix. Tu peux décider de faire des choses, d'agir, de changer des choses à ton quotidien pour agir. Et parfois, oui, c'est des décisions qui sont difficiles, notamment quand on va parler du problème de politique, mais c'est des choses qui sont faisables. Je vous donne un exemple. On pourrait se dire, bah tiens, je suis en France, donc il y a beaucoup d'impôts. Voilà, il y a beaucoup d'impôts en France. J'y suis pour rien. Je suis obligé de payer les impôts. Je n'y suis pour rien. Il y a beaucoup d'impôts. C'est pas de ma faute quand même. Et là, vous allez me dire, mais Rémi, si tu me dis que je suis responsable du fait qu'il y a beaucoup d'impôts, tu te moques de moi. En fait, je ne suis pas en train de dire que vous êtes responsable du fait qu'il y a beaucoup d'impôts. Je dis que vous êtes responsable du fait d'accepter cette situation. Parce que vous pourriez très bien vous expatrier dans un pays où il y a moins d'impôts. Donc, soit vous acceptez qu'il y a des impôts et que c'est de votre faute si vous l'acceptez, soit vous partez. Et du coup, vous êtes au contrôle de votre vie et vous décidez de payer moins d'impôts parce que vous changez de pays. Vous êtes au contrôle de tout ce qui vous arrive, y compris le fait de payer des impôts, par exemple, des décisions politiques qui vous impactent, etc., etc. Donc, c'est le cas dans vos résultats, dans tout ce que vous faites, dans votre vie. Si aujourd'hui, vous avez les résultats que vous avez, c'est de votre faute. Et plus tôt vous l'accepterez, plus tôt vous allez reprendre le contrôle et vous serez en mesure d'agir pour pouvoir tout simplement réussir. Donc, c'est très important, extrêmement important, mais franchement, celui-ci, je pense que c'est peut-être l'un des plus importants. Si vous reprenez le contrôle, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Si vous retenez que ça de cette vidéo, sincèrement, ça peut vraiment changer votre vie si vous l'intégrez. Passons maintenant au biais de confirmation sur le besoin d'agir. Alors, le besoin d'agir, on a le biais de l'effet de simplification. Alors, on l'a déjà un petit peu vu celui-ci, souvenez-vous, c'était dans notamment l'effet de familiarité, ici, où on parlait de souvent aller vers une information qui est plus simple. Donc, comme je vous disais, hein, parfois, il y a des similitudes. Le principe, vous avez tendance à préférer des explications simples et rapides. Donc, votre cerveau, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? N'oubliez pas, besoin d'agir vite. Ce que votre cerveau, inconsciemment, il veut faire, c'est, voilà, on ne veut pas perdre de temps, on veut tracer, quoi. On veut aller vite, on veut comprendre vite, on veut comprendre simplement, etc. Donc, pour comprendre vite, votre cerveau, lui, qui a du mal à comprendre vite, il aura tendance à filtrer les informations et garder uniquement celles qui vont vous permettre de comprendre la situation de façon simple et rapide. Vous accorderez donc moins d'intérêt à toutes les informations nécessaires pour réussir. C'est le cas d'ailleurs dans cette vidéo aussi. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, votre cerveau, inconsciemment, est en train d'essayer de simplifier en fait tout ce que vous entendez dans cette vidéo pour que vous le compreniez de la façon la plus simple possible. Là où ça peut vous poser problème, c'est imaginons que vous tombez dans un piège marketing des vendeurs de rêves qui vous promettent la richesse rapide. Alors moi, il y a un truc en fait que j'adore comprendre, c'est que je sais que il y a des billets sur lesquels on peut difficilement se battre. L'effet de simplification, sincèrement, je peux difficilement dire à mon cerveau deviens complexe, deviens complexe, deviens complexe. Non, par contre, je sais que toutes les situations sont toujours plus compliquées que ce qu'elles n'y paraissent. Toujours. Ça veut dire que chaque situation peut être contextualisée et le contexte renforce la complexité de manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un mec me dit sur Internet « T'inquiète, tu vas devenir riche en 90 jours »,
je ne vais pas tomber dans le piège. Parce que je sais que ce n'est pas vrai, ou je sais que c'est toujours un petit peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Toujours. En fait, je ne suis pas né de la dernière pluie, entre guillemets. Donc c'est comme ça que je réfléchis. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais que même si c'est simple, même si ça me paraît simple, il y a du contexte. Ça ne veut pas dire qu'il y a anguille sous roche. Ça ne veut pas dire que, par exemple, la personne est en train de me manipuler ou quoi. Ça veut simplement dire que j'accepte, je prends du recul et j'accepte que la situation, la chose que j'apprends, etc., est probablement un petit peu plus complexe que ce que mon cerveau voudrait bien me faire croire. Solution, apprendre à aimer la complexité et le travail dur. Suivre des bosseurs plutôt que des glandeurs. Quand je dis suivre, c'est des gens sur Internet, sur les réseaux. Arrêtez de suivre des gars qui passent leur journée sur les transats, qui vous mettent des photos dans des voitures de luxe et qui bossent jamais. En fait, ces personnes-là, inconsciemment, en fait, vous allez penser que la réussite, en fait, c'est ça, c'est rien foutre, en fait. Si vous arrivez à apprécier le travail complexe et dur, en fait, derrière, paradoxalement, tout deviendra plus simple. Si vous prenez du plaisir dans le fait de faire des tâches complexes et dures, tout devient plus simple. Et c'est paradoxal. Mais c'est vrai que si vous allez, en fait, dans votre tête, si vous vous dites non, moi, je veux devenir riche pour ne rien foutre de mes journées, pour glander toute la journée, comment vous pouvez vous mettre au travail et faire des choses complexes puisque tout ce que vous voulez, c'est rien foutre? Eh bien, forcément, c'est très compliqué. On essaye d'apprendre à aimer la complexité et le travail dur. Par exemple, moi aujourd'hui, ce que j'adore faire, en fait, comment j'adore réfléchir à une situation, quand je regarde un marché, par exemple, un business dans lequel je veux me lancer, j'essaie de regarder les business pas qui sont les plus simples, mais souvent qui sont plus complexes que la plupart des business. Parce que là où il y aura de la complexité, je sais que moi, j'ai le mindset pour aller au-delà de cette complexité. Je sais que parce que j'ai confiance dans ma capacité à résoudre des problèmes, à avancer, etc., je sais que la complexité, ça ne me fait pas peur. Et du coup, comme je sais que la complexité ne me fait pas peur, mais qu'elle fait peur à 90% des gens, parce que 90% des gens ne réussissent pas et ne deviendront jamais riches, comme je sais que 99% des gens ont peur de la complexité, dès que c'est complexe, ils abandonnent, en gros, eh bien, si je vais vers des situations complexes, je me retrouve sans concurrence. Je suis le seul. Ou en tout cas, on est 1% à être dans cet endroit-là. Pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a quelques années? Parce que je savais très bien que très peu de gens le font. Parce que c'est complexe de lancer une chaîne YouTube d'un point de vue technique, ça va encore, mais d'un point de vue mindset, d'un point de vue sortir de sa zone de confort. Être devant la caméra, parler, se dire que nos amis, notre famille vont regarder les vidéos. C'est gênant, c'est complexe de le faire. Eh bien, je l'ai fait parce que je me suis dit, si je suis en train de me dire que c'est compliqué, 99% des gens sont en train de se le dire. Donc, si je ne le fais pas, ça veut dire que je suis comme 99% des gens. Si je veux réussir, je dois aller chercher les actions complexes que 99% des gens n'arriveront pas à faire, ne feront jamais. Et c'est parce qu'ils ne le font pas qu'ils ne réussiront pas. Donc, perso, moi, j'adore suivre des bosseurs, des gens qui, sur les réseaux, me montrent qu'on peut prendre du plaisir en travaillant, on peut prendre du plaisir dans la complexité. Ils bossent. Et les glandeurs, eh bien, qu'ils aillent glander, moi, ça ne m'intéresse pas. Le biais du multitâche. Vous pensez être plus efficace en lançant plusieurs projets en même temps, alors qu'en réalité, cela disperse votre énergie et réduit votre productivité. Je vais aller direct à la solution, c'est le focus. Le focus. Vous pensez qu'en lançant plusieurs projets en même temps, vous aurez plus de résultats ou peut-être des résultats plus vite. Arrêtez de penser comme ça, vous êtes en train de tuer toutes les chances de succès que vous avez. La seule façon de réussir à devenir riche, c'est la concentration. C'est de ne faire qu'une chose de façon simple et long terme. Ne faire qu'une chose. Le problème, par exemple, vous démarrez plusieurs business en parallèle, pensant augmenter vos chances de succès, alors qu'en réalité, aucun ne progresse vraiment. Plus vous serez dispersé, moins vous aurez de résultats sur chaque business, moins vous y arriverez. Vous aurez l'esprit dans vous aurez l'esprit dans deux projets différents, vous aurez du mal à vous concentrer, vous aurez l'impression que en fait, vous allez constamment relancer un cycle encore et encore qui consiste à se dire bah tiens, je lance un projet. Ah,
en fait, le billet de simplification ici m'a dit que ce projet était simple. Finalement, en lançant ce projet-là, je me rends compte en fait que ce projet-là, il est un peu plus compliqué que prévu. Donc, si je créais un autre projet, billet du multitâche, pour développer un business en attendant que l'autre fonctionne. Donc du coup, je vais redévelopper un autre business. Ça veut dire que l'autre que j'avais développé va baisser. Et je refais ça encore et encore et encore. Et finalement, en fait, mes résultats ne font que stagner parce que je fais que relancer des nouveaux business encore et encore et encore parce qu'à chaque fois, c'est plus complexe que ce que j'avais imaginé. Toujours. N'oubliez pas, votre cerveau aura tendance à ne garder que les explications simples et rapides. Ça veut dire que si vous vous lancez dans un projet en pensant que ça va être extrêmement simple et que finalement, en fait, au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, que c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît parce que ce sera plus compliqué que ce qui n'y paraît, n'oubliez pas, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, eh bien, vous vous lancez dans ce projet-là et finalement, en fait, vous abandonnez parce que vous aviez tellement l'impression que ça allait être simple que maintenant que vous êtes dedans et que c'est plus complexe que ce que vous pensiez, eh bien, du coup, ça vous décourage. Donc, qu'est-ce que vous faites? Billet du multitâche. Et si je lançais 2 business en même temps? Et si je lançais ce projet-là pendant que l'autre, qui est un peu plus complexe, que je ne veux pas abandonner parce que je ne fais quand même pas partie des 99%, mais je ne vais pas l'abandonner, mais si je le laisse de côté et que en parallèle, je créais ce petit truc-là rapide qui est simple pour vite gagner de l'argent, vous êtes en train de refaire le cycle du billet qui vous a lui-même empêché d'avancer. Donc voilà, vous commencez à comprendre à quel point toutes ces notions sont importantes. Biais du présentisme. Alors, à ne pas confondre avec le biais du présentéisme. Présentéisme, faire présence. Ici, c'est du présentisme qu'on pourrait traduire par immédiateté. Présentisme du présent. Là, aujourd'hui, dans le présent. En opposition avec le futur ou le passé. Le présent, le présentisme. Principe, vous privilégiez la gratification immédiate plutôt que les bénéfices long terme. Donc, la gratification dans le présent plutôt que les bénéfices long terme. Donc là, forcément, c'est le principe de prendre des décisions à court terme parce qu'on a des résultats immédiats plutôt que de bosser en sous-marin pendant des années pour obtenir des résultats plus tard. Le problème, vous préférez donc regarder Netflix au lieu de travailler sur votre projet. Vous préférez faire des trucs qui vous rapportent des résultats, même s'ils sont 100 fois inférieurs aujourd'hui, plutôt que de bosser à un projet long terme qui vous rapportera beaucoup. Pourquoi, à votre avis, pourquoi beaucoup de personnes décident de se lancer, par exemple, dans le dropshipping, dans l'e-commerce ou dans tout un tas de business foireux pour devenir riche rapidement, comme on l'a dit ici, que les marketeurs leur vendent? Pourquoi autant de personnes? Regardez le nombre de vues que font les vidéos sur YouTube, sur tous ces business de merde, sur devenir riche rapidement. Pourquoi ces vidéos font autant de vues? Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils préfèrent en fait avoir bam, un résultat immédiat, même si ce résultat il est très faible, donc je vais plutôt descendre. Donc, ils préfèrent en fait avoir un résultat immédiat ici. Donc là, on va dire que en haut, c'est la courbe. Ici, c'est la courbe du résultat. Et là, c'est la courbe du temps. Okay? Donc ici, on est à 0 année par exemple. Et là, on est à 1 année, où on peut parler en termes de mois. Donc là, c'est les résultats, c'est l'argent en fait, si vous préférez. Pourquoi la plupart des gens en fait, ils préfèrent faire ça, c'est-à-dire avoir quelque chose qui va pas très haut en termes de résultats, mais qui est instantané, plutôt que quelque chose qui fait ça, etc. et qui va extrêmement haut, voire même qui va jamais s'arrêter et qui va devenir automatique. Par contre, il faudra quelques mois avant de le développer. La plupart des gens recherchent ces trucs-là. Quel est le problème de ce truc-là? C'est que non seulement le résultat va pas haut, il est très rapide, mais que bien souvent, plus ça monte vite, plus ça descend vite également. Ça veut dire que vous allez retourner à 0. Même principe que pour le billet du multitâche. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être là? Vous allez relancer un autre business dans cette même idée de devenir riche rapidement. Finalement, c'est plus compliqué. Donc, vous repartez en bas, etc. Et combien de temps ça va durer ça avant que vous épuisiez et que vous décidiez d'abandonner définitivement l'entrepreneuriat et de retourner à votre vie qui ne vous plaisait pas, mais qui, de toute évidence, est plus simple? C'est le biais du présentisme. Plus vous aurez tendance à chercher la gratification immédiate, plus vous chercherez cette gratification immédiate, plus vous saboterez vos chances de succès. Apprenez
à aimer les objectifs long terme et bosser pour quelque chose qui vous rapportera dans 6 mois ou dans 1 an ou même dans 5 ans en réalité. Vous savez, par exemple, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure sur la chaîne YouTube, si j'avais voulu lancer ma chaîne YouTube pour gagner de l'argent, j'aurais même pas démarré en fait. Parce que j'ai mis peut-être 1 an avant d'avoir mes premiers 1000 abonnés. Puis 2 ans avant d'en avoir peut-être 5000, 3 ans pour en avoir peut-être 15 000. Imaginez ce que c'est, 1 an à faire des vidéos pour avoir seulement 1000 personnes et gagner pas 1 euro, zéro. J'ai rien gagné avec YouTube pendant des années, zéro. Pendant 1 an, je faisais une vidéo par jour. Si dans ma tête, j'avais ce billet de me dire, tiens, je veux tout de suite maintenant, là, si je fais une vidéo et que la vidéo là que j'ai fait ne marche pas, j'arrête parce que je suis en train de perdre mon temps. Si vous pensez comme ça, vous êtes mort dans l'œuf encore une fois. C'est terminé. Vous avez un état d'esprit pourri qui vous empêchera de réussir. Donc, extrêmement important d'avoir une vision long terme dans tout ce que vous faites. Apprenez à voir long terme. Si ça peut vous aider, divisez vos objectifs en tâches et organisez ces tâches dans votre agenda. Au lieu de dire, parce que je sais que ça peut décourager, de se dire, bah tiens, faut que je fasse une entreprise qui va me permettre de gagner 10 000 € par mois dans 2 ans par exemple. C'est très flou. Mais divisez cet objectif en plein de petites tâches. Si vous ne savez pas quoi faire ces tâches, bah c'est là que vous devez demander de l'aide à quelqu'un. Divisez ces tâches, faites les tâches, organisez-les dans votre agenda et petit à petit, vous allez avoir cette sensation d'avancer parce que ce que vous recherchez comme gratification, finalement, ce n'est pas un résultat financier, pécunier, mais c'est plus l'accomplissement d'une tâche. Vous allez prendre petit à petit du plaisir dans le fait de vous rendre compte que vous avancez. Et la gratification immédiate, vous allez toujours l'avoir, mais pas dans le résultat final, dans l'accomplissement de la tâche à court terme. Oui, j'ai fait cette vidéo. J'ai cet objectif, par exemple, dans mon cas, d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube, mais là, tout de suite, je n'ai pas les 100 000 abonnés. Donc, je me concentre sur le fait de faire une vidéo par vidéo. Et quand j'aurai fini cette vidéo, je vais me sentir bien, je vais avoir le sentiment de gratification. Biais d'illusion de la productivité. Alors celui-là, je pense qu'on est tous conscients de ça. D'ailleurs, je pense que la société, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, la société aujourd'hui est conçue autour un petit peu de ce biais de la productivité, enfin de l'illusion de la productivité, ce qui fait défaut à beaucoup d'entrepreneurs lorsqu'ils deviennent entrepreneurs après avoir été salariés. Je m'explique. Vous confondez être occupé et productif. Aujourd'hui, pourquoi je disais que la société est articulée autour de ça, c'est parce que la société, elle récompense les gens quand on est salarié, principalement, à l'heure. C'est un travail à l'heure. Ça veut dire que si vous bossez, vous êtes payé, donc sur les horaires que vous faites, que vous soyez productif ou pas. J'avais pris dans mon livre notamment cet exemple-là. Dans mon livre, en fait, je prenais l'exemple de 2 personnes qui ont une surface à nettoyer. Donc, par exemple, imaginez, vous avez votre bureau, vous avez votre serpillière et on a 2 pièces qui font la même taille. Donc, on a ces 2 pièces ici qui font toutes les 2 la même taille. On a 2 zones qu'on doit nettoyer. On a la personne A et la personne B. La personne A, elle n'est pas très productive, elle écoute de la musique, elle fait autre chose sur son téléphone, etc. Et du coup, en fait, elle va nettoyer la pièce en 5 heures, par exemple. La personne B, elle est ultra productive, elle est focus, elle prend du matériel qui lui permet d'aller plus vite, etc. Elle le fait en 1 heure. Aujourd'hui, notre société est faite pour récompenser la personne A. Ça paraît fou, mais en tant que, on va dire, les gérants des entreprises, eux, ils payent à l'heure. Ça veut dire que la personne A, si elle fait 5 heures, elle sera payée 5 heures. Par contre, la personne B, qu'elle ait fait la même surface ou pas en 1 heure, elle ne sera pas récompensée, elle sera payée pour 1 heure. Donc, si en gros, pour cette même surface, le taux horaire est de 10 €, la personne A va gagner 50 alors que la personne B va gagner 10. Et c'est fou, mais la personne B, qui est pourtant beaucoup plus productive, a fait des choses beaucoup plus intéressantes, est finalement dévalorisée par rapport à la personne qui est moins productive. Et donc en fait, notre société aujourd'hui, elle est faite autour d'un système qui favorise finalement le fait de ne pas être productif, mais d'être occupé. Et en fait, on est entre guillemets un peu conditionné, surtout quand on a été salarié avant, de se dire, en fait, oui, je dois faire des horaires, je dois bosser de 9 h à 18 h par exemple. Et si je démarre ma journée à midi, je suis un branleur. Si je termine ma journée à 13 h, je suis un branleur parce que
Et ça va vous le faire souvent quand vous allez devenir entrepreneur, parce que dans votre mindset, c'est pour réussir, il faut être occupé. Il faut que je bosse de 9 heures à 18 heures. Sauf que ça ne veut pas forcément dire que vous êtes productif. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui bossent beaucoup, énormément, mais qui perdent leur temps en fait. En fait, ce que vous devez faire, c'est pas être occupé, c'est être productif. Et combien de fois, dans les personnes avec qui j'ai travaillé, on m'a dit « Mais Rémi, tu te rends pas compte, je bosse 10 heures par jour, je bosse, je bosse de 6 heures du matin. » Ok, très bien, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Parce que tu n'as pas besoin de bosser autant. La réalité, c'est que si tu veux réussir, tu ne dois pas bosser comme un malade. Tu dois bosser bien, tu dois être productif. Et plutôt, vous arrêterez de penser que vous devez être occupé pour réussir par devenir productif pour réussir. Plus vous pourrez profiter réellement de votre vie parce que vous allez avoir la sensation de pouvoir arrêter de travailler sans culpabiliser. Et plus vous avancerez rapidement, paradoxalement, en bossant moins. Par exemple, vous passez des heures à répondre à des emails au lieu de vous concentrer sur ce qui rapporte vraiment de nouveaux clients à la fin du mois. Donc oui, vous êtes occupé, oui, vous bossez, j'ai aucune chose à redire à ça. Par contre, vous n'êtes pas productif et je peux vous assurer que vous aurez beau travailler, vous n'avancerez à rien, vous n'irez nulle part. Donc c'est très important en fait finalement de vraiment comprendre que aujourd'hui, la façon dont on organise nos journées, inconsciemment, encore une fois, c'est des biais bien souvent inconscients, eh bien, la façon dont on organise nos journées est probablement orientée autour du fait que l'on veut être occupé et pas productif. La solution, réalisez que très peu d'actions procurent de grands résultats. Découvrez ces actions, apprenez-les, payez quelqu'un pour obtenir ces actions-là, qu'importe le domaine dans lequel vous êtes, pour gagner du temps afin d'obtenir une liste d'actions à faire qui ont été déjà filtrées parce que c'est celle qui marche le mieux. Apprenez ces actions et arrêtez tout le reste. Focalisez-vous uniquement sur ça. Enfin, quels sont les biais qui nous conditionnent à ce qu'on doit retenir ou pas retenir? Premièrement, on a l'effet de répétition. Plus une information est répétée, plus elle est ancrée dans la mémoire à long terme. Et ça, c'est très important parce que en fait, comprenez que ce n'est pas parce que vous avez vu une chose une fois que vous l'avez vue et que ça y est, vous le savez, ça y est, vous avez une nouvelle compétence. Non, l'apprentissage fonctionne par répétition. Combien de fois, pareil, j'ai vu dans des formations des personnes qui me disent qu'ils ont vu une vidéo et ça y est, du coup, ils ont compris le principe. Non, il faut regarder plusieurs fois les choses parfois, surtout si c'est des choses dans lesquelles on n'a pas des facilités, pour bien comprendre. Par exemple, si vous n'êtes pas matheux et que vous voulez entreprendre, vous devez apprendre à utiliser les chiffres. Pour être entrepreneur, les chiffres, c'est essentiel. Donc, si vous n'êtes pas familiarisé avec les chiffres, vous allez devoir regarder la vidéo une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Vous devez répéter. Vous devez, pour que ça fasse partie de vous, répéter encore et encore. Et ici, si vous suivez une formation, vous pouvez donc la regarder plusieurs fois. Je fais le lien directement avec l'effet d'espacement parce que c'est quelque chose qui, je trouve, est très lié à la répétition, notamment sur l'exemple ici que je vous ai mis. On retient mieux une information lorsque l'on apprend en plusieurs sessions espacées plutôt qu'une seule séance intensive. Donc, on sait qu'il faut répéter l'apprentissage pour bien l'intégrer. Maintenant qu'on sait qu'il faut le répéter, ce que vous pouvez faire aussi en plus, c'est espacer ces sessions de répétition. Plus vous allez espacer ces sessions de répétition, plus vous allez assimiler les informations. Et c'est mieux en fait de faire plein de petites sessions plutôt qu'une énorme session successive et intensive. Donc par exemple, moi je recommande toujours dans les personnes qu'on accompagne de ne pas faire des journées de 10 heures. Ça ne sert à rien, surtout quand vous êtes en train d'apprendre. Faites plutôt 1h30, 2 heures, 3 heures grand max par jour et encore peut-être un peu moins à apprendre. Le reste, vous êtes dans l'action. Et le lendemain, vous pouvez reprendre ce que vous avez vu la veille et vous faites ça régulièrement. En revenant sur des informations, et ça aussi c'est un principe extrêmement important, en revenant sur des informations avec plus d'expérience, donc en gros, vous avez par exemple lu un livre, vous avez lu un livre business, vous étiez au début de votre parcours entrepreneurial, vous n'aviez pas d'expérience, vous connaissiez rien, etc. Vous avez lu ce livre vous a impacté, il vous a fait retenir des choses, etc. Le temps a passé, vous avez eu des résultats, vous avez eu du succès, il s'est passé 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans.
Un jour, vous retournez, vous déménagez, vous allez dans votre bibliothèque et vous retombez sur ce livre-là. Il s'est passé 10 ans. Vous relisez ce livre, vous n'allez pas lire le même livre. Vous n'allez pas retenir les mêmes informations. Parce que de un, vous avez de l'expérience et de deux, il s'est passé beaucoup de temps et ce temps permet de mettre en perspective et maintenant, vous avez une perception complètement différente. Donc, ce principe d'espacement, il est absolument vital. En revenant sur des informations avec plus d'expérience, on comprend d'autres choses, on comprend les choses différemment, avec un autre spectre. Exemple, plutôt que de lire un livre business en une journée, lisez un chapitre chaque jour. Donc vous voyez que si vous utilisez ces billets à vos avantages, donc ça d'ailleurs c'est les seuls 2 billets que je voulais vous partager qui sont vraiment à votre avantage si vous les utilisez. La plupart des autres c'est probablement des choses que vous pensez mais de façon un peu inconsciente. Et l'idée c'est de les intégrer, de les comprendre pour changer ces billets-là. Ceux-là, l'intérêt c'est plus de les accentuer. Comment je comprends comment fonctionne mon cerveau pour mieux retenir, mieux apprendre, mieux assimiler, plus vite et donc du coup acquérir de nouvelles compétences pour m'enrichir tout simplement. Voici donc les 16 biais cognitifs que je voulais vous partager. Sincèrement, j'espère que vous aurez compris l'importance de cette vidéo et à quel point elle peut changer votre vie si vous les appliquez. Dites-moi dans les commentaires le biais qui pour vous a eu le plus gros déclic par rapport peut-être à quelque chose dans lequel vous vous êtes reconnu. Peut-être que vous vous êtes dit « En effet, je suis en train de faire ça, je viens de m'en rendre compte suite à cette vidéo ». Dites-le moi dans les commentaires. Ça va être super intéressant de voir un petit peu les billets que tout le monde a et dans lesquels les gens se reconnaissent le plus. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vous le rappelle, si vous souhaitez notre aide pour développer votre business de formation, de coaching ou de consulting, c'est notre spécialité, c'est ce qu'on fait tous les jours. Tous ces billets-là, on les connaît, on les rencontre au quotidien, donc on saura vous aider à aller dans la bonne direction pour réussir votre business. Il y a un lien dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment on pourra vous aider à développer votre projet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!